Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Ouverture ce matin des états généraux de l'industrie, du commerce des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Pendant 2 jours, les acteurs du secteur vont procéder à des diagnostics approfondis pour connaître les difficultés et proposer des solutions pour le développement économique du pays. Le ministre de l'Industrie et du Commerce interviendra dans cette édition. Et puis l'activité économique a ralenti au cours du premier semestre 2024 et les perspectives demeurent difficiles pour le reste de l'année. Cette indication avait été faite par une mission du Fonds monétaire international, mais rien d'alarmant pour certains qui ne s'inquiètent pas. Outre mesure, ils pensent plutôt que le nouveau régime a toutes les cartes en main pour dissiper ces inquiétudes. Et puis Amadou Ba, tête de liste de la coalition Diamak Ndiering en vue des législatives et ancien Premier ministre, s'exprime sur la situation économique du pays. Un mot déplorable, voilà comment il l'a qualifié après 6 mois d'exercice du pouvoir des nouvelles autorités. Et puis le président du Comité national de gestion de la lutte n'est pour le moment pas nommé. Telle une exclamation, le ministère des Sports dément les rumeurs qui font état de la nomination à ce poste d'un responsable du milieu de la lutte. Des rumeurs qui ont donc été relayées partout ce matin. Bien le bonsoir et bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Après la présentation du référentiel des nouvelles politiques publiques Sénégal 2050, les états généraux de l'industrie et du commerce en sont le prologue. Les discussions sont ouvertes à Diamniadio pour 2 jours. Dans le secteur de l'industrie notamment, un diagnostic approfondi sera donc fait avec tous les acteurs et des solutions seront bien naturellement proposées à l'issue des travaux, selon donc le ministre de tutelle, Serigne Gueye Diop, que nous écoutons. En ce qui concerne le ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME, il était évident qu'il fallait commencer par un diagnostic et trouver les solutions. Et vous avez vu la démarche ce matin, c'est que nous avons réuni plusieurs centaines de membres du secteur privé, industriel, commerçants, PME, petites et moyennes entreprises. Et c'était ça la démarche et leur demander maintenant de nous faire un diagnostic de l'industrie sénégalaise, du commerce sénégalais et des PME. Quels sont les maux, quels sont les problèmes? Mais en même temps aussi de leur demander de proposer des solutions à travers des panels. Et vous avez vu justement les solutions innovantes qui ont été proposées, allant des réformes sur le foncier, du financement, de l'énergie, mais on a aussi parlé de l'organisation, des taxes, n'est-ce pas, de l'impôt sur le revenu, justement de tout ce qui touche évidemment au capital humain, quel type de profil de jeunes techniciens sénégalais dans les écoles, de la réforme au niveau de l'université. Bref, l'industrie en réalité c'est transversal. Et on a vu ce matin que pour régler les problèmes de l'industrie, il faut toucher à plusieurs secteurs. Vous avez vu aussi la présence de beaucoup de ministres de la République, allant de l'enseignement supérieur aux infrastructures, en passant par le secteur d'État et bien sûr au PME, PMI, le tourisme. Donc en fait, ça montre tout simplement qu'il fallait faire ce travail-là. Et puis une initiative qui ne nous empêchera pas pour autant de parler du dernier rapport du Fonds monétaire international qui a annoncé que la position budgétaire du Sénégal devrait se détériorer en raison d'une baisse des recettes et de l'augmentation des dépenses en subventions énergétiques et en paiement d'intérêts, une indication qui n'inquiète pas pour autant certains. Ils disent avoir confiance au nouveau régime pour faire face à la situation. Suivons le reportage signé Elisabeth Tina. À l'abri des gouttes d'eau, ce menuisier est avec ses collègues sur le toit de leur atelier de menuiserie, ici à la Médina, rue 19. Il pense que chacun doit prendre ses dispositions pour vivre les temps difficiles annoncés par les FMI. Tout est bloqué ici. On ne comprend plus ce qu'on vit au Sénégal. Tout le monde est étonné par cette vie chère, mais tout ce qu'on peut faire est de prendre nos dispositions. Pour ce jeune homme, les prévisions du FMI ne sont pas vraies. Pour lui, le nouveau gouvernement va développer le pays. Je ne crois pas que les temps vont être plus durs à vivre au Sénégal. Je crois franchement qu'avec Sonko, tout va changer.
Comme son prédécesseur, ce jeune interpellé sur le chemin du travail compte sur le gouvernement actuel pour faire face au lendemain difficile annoncé par le Fonds monétaire international. Le chef du gouvernement l'avait déjà dit, le FMI n'a fait que confirmer la situation catastrophique que le Sénégal vit. On va essayer de voir comment s'en sortir avec le nouveau régime. Je sais que ça va aller. Le Sénégal continue de faire face à un environnement difficile avec des signes de tension accrue dans l'exécution du budget qui prédisent des lendemains difficiles sur le plan économique. Justement, Amadou Ba, tête de liste de la coalition Diamandérine, parle de la situation économique du pays. Pour lui, elle est juste déplorable. Pire, Amadou Ba dit ne constater aucun changement notable après 6 mois d'exercice du pouvoir des nouvelles autorités. Suivant les explications de Amadou Ba lors d'une rencontre de la coalition Diamandérine. Ils ont fait 6 mois et nous devons encore subir 5 ans. Si vous voyez une seule personne ici aux Parcelles Assainies ou à Dakar qui dit être satisfaite de ce gouvernement, ramenez-la moi. Il n'y en a pas. Ce que j'ai constaté, c'est du mécontentement, des familles désœuvrées. C'est pour cela que je m'étais tue jusqu'à présent. Je croyais que nous allions souffrir d'ici 2 ans ou 3 ans, mais même pas quelques mois et la situation devient compliquée. C'est ce qui justifie notre rencontre aujourd'hui. Il n'est pas encore trop tard pour changer la donne, mais cela dépendra de vous. Il faut se dire qu'il faut changer la situation ou laisser faire. Sortons au moment du domaine politique pour parler de l'enseignement supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur, justement, de la recherche et de l'innovation dément l'information selon laquelle le montant de la bourse allouée aux étudiants a été revu à la baisse. Par ailleurs, conseiller technique chargé de la communication et de la formation professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur reconnaît et relève quelques difficultés qui motivent la proposition de 12 options. Nous suivons justement ces explications. Cette situation confuse concernant le paiement des bourses ne s'agit pas d'une diminution de leurs bourses. Alors, il y a 2 options qui se posaient au ministre et aussi à la direction des bourses. La première option, parce que c'est une enveloppe de 15 milliards que la banque partenaire ne pouvait pas payer d'un seul coup. Alors, la première option, il s'agit soit d'attendre d'avoir tout le montant à verser, et l'autre option, c'est de payer une partie compte tenu de l'urgence que les étudiants en fait avaient besoin de cet argent pour démarrer leur étude. Donc, en aucun cas, il ne s'agira et il ne s'agit de diminuer les bourses des étudiants. L'État n'est pas dans ces dispositions. Qui parle en fait de stabilisation de l'année académique ne peut pas aller vers une confrontation pour diminuer la bourse des étudiants. Donc, cette bourse appartient aux étudiants et nous ne devons pas y toucher. Si on n'augmente pas cette bourse, on ne la diminue pas. Donc, cette bourse appartient aux étudiants, c'est leur dû. Donc, il faut que les étudiants puissent comprendre que c'était une situation difficile. Nous sommes actuellement dans des tensions de trésorerie. L'État a des difficultés. Donc, il faut qu'ils nous comprennent pour traverser cette passe difficile, ce moment difficile. Pendant ce temps, la Société nationale de gestion intégrée des déchets au Sénégal participe ainsi à l'initiative innovante pour transformer la gestion des déchets en Afrique de l'Ouest, un projet que la SONAGED partage avec le ministère de l'Environnement, du Changement climatique et des Ressources naturelles de la Gambie et l'Agence nationale de l'environnement, une avancée significative dans les relations bilatérales entre les 2 pays qui met en avant des solutions africaines aux défis africains. Nous écoutons les explications de Khalifa Ababakar Sarr, il est le directeur général de la SONAGED.
d'une durée de 5 ans témoigne de notre engagement à long terme. Il prévoit une coopération technique et stratégique où chaque pays apportera son expertise et son savoir-faire avec une volonté partagée d'échanger les expériences dans le cadre de la gestion intégrée des déchets. Ensemble, nous allons établir des systèmes modernes et durables pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets aussi bien solides que liquides, qu'ils soient domestiques, industriels ou même biomédicaux. Nous allons fournir une assistance technique pour la mise en place d'infrastructures de gestion intégrée des déchets, former nos équipes opérationnelles et renforcer les capacités de nos institutions, développer et mettre en œuvre des politiques de régulation efficaces pour encadrer la gestion des déchets, sensibiliser nos populations à travers des campagnes d'éducation et de promotion de la protection de l'environnement, concevoir et développer des projets et programmes à l'échelle nationale et locale, mobiliser des ressources et formuler des demandes de financement auprès des partenaires techniques et financiers. Et puis nous restons dans le domaine de l'environnement, dans le cadre de la dépollution, du projet donc de dépollution de la baie de Han. Le taux d'exécution des travaux de la station d'épuration de Mbao est à 67%. L'annonce provient du directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, accompagné donc du commissaire de l'Union européenne chargé des partenariats internationaux. Lors d'une visite de chantier, il renseigne que la livraison des travaux est donc prévue en 2026. Les précisions avec Amingom dans ce compte rendu. Selon le directeur de l'Office national de l'assainissement, ONAS, le niveau d'avancement global du projet de dépollution de la baie de Han est de 67%. Sénidienne a annoncé une livraison prévue au plus tard 2026. Et actuellement, au niveau d'exécution, ils sont à 67%. Donc c'est un projet qui évolue bien. Et pour le projet global, je pense qu'il faut retenir vers 2026, peut-être en début d'année 2026, en fin 2025. L'achèvement de ce projet permettra de redonner à la baie de Han son attractivité et d'avoir un impact positif sur les habitants et riverains des communes de Han et de Mbao. Quand ces effluents seront dépollués, il va permettre en tout cas d'améliorer en tout cas la santé des populations riveraines qui sont en contact direct avec les eaux polluantes. Cependant, un problème financier a été noté concernant les retards de paiement. Le directeur de l'ONAS rassure. Le problème financier, il y a des aspects de ce problème qui dépassent l'ONAS même. Et on est conscient de tous ces problèmes en fait. Et dès notre installation, on a pris en charge ces questions, en tout cas identifier les goulots qui pourraient retarder l'exécution des travaux. Et justement, parmi ces goulots, il y a ces retards de paiement et pour lesquels d'ailleurs nous avons saisi le ministre de l'Hydraulique, le ministre de tutelle, pour le sensibiliser de la question. Et lui-même aurait écrit à ses collègues pour diligenter certains de nos dossiers qui dépendent effectivement de ce projet. Ce mercredi, l'Office national de l'assainissement a reçu la commissaire de l'Union européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen à Mbao, où se trouve le chantier de la centrale d'épuration du projet de dépollution de la baie de Han. Ce projet, dont la livraison est attendue en 2026, vise à collecter et à traiter les eaux polluantes qui sont rejetées dans la baie de Han. Et puis après cette visite de chantier, la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux a rencontré la presse. Elle s'est arrêtée sur les relations que l'Union européenne et le Sénégal entretiennent. L'UE s'engage ainsi à accompagner le Sénégal dans plusieurs domaines, renseigne Jutta Urpilainen. Parmi ceux-ci figurent la pharmaceutique et la lutte contre la migration irrégulière. Suivons tout cela avec Anta Gaindoya. Après une visite de 2 jours, la Commission européenne chargée des partenariats a évoqué des projets de partenariat avec le Sénégal qui profitent aux jeunes. We have many actions across all of Senegal, but they all have the same priority: young people, the driving force of the country.
Nous avons de nombreuses actions dans tout le Sénégal, mais elles ont toutes la même priorité, à savoir les jeunes qui sont le fer de lance du pays, son moteur. Urpilayen a également annoncé des subventions pour renforcer le domaine pharmaceutique. Avec des investissements publics-privés de 200 millions d'euros, l'Union européenne et ses États membres, dans le cadre de l'équipe Europe, se sont associés avec le Sénégal pour relancer la production dans le secteur pharmaceutique. À l'occasion de cette visite, j'ai annoncé une nouvelle ressource, un nouveau don de 25 millions d'euros qui va contribuer au développement des compétences et des qualifications et de la recherche dans ce domaine. Cette aide viendra en complément à notre soutien à l'usine de fabrication des vaccins Madiba. Après la pharmaceutique, l'Union européenne s'engage financièrement aux côtés de l'État du Sénégal afin de participer à la lutte contre la migration irrégulière. Je peux vous annoncer qu'en réponse à une requête de votre gouvernement, l'Union européenne vient d'approuver un paquet de 30 millions d'euros qui contribuera à prévenir les départs irréguliers et à sauver des vies sénégalaises. La commissaire européenne promet que l'UE continuera de créer des opportunités pour les jeunes, avec les jeunes, pour bâtir un avenir durable et inclusif. Et puis on en reparle cette année encore, les personnes âgées de plus de 65 ans vont attendre l'année prochaine pour le pèlerinage au lieu saint de l'islam. C'est la décision qui a été prise par les autorités saoudiennes. Certaines d'entre elles adhèrent à la mesure. Mieux, elles pensent que c'est une façon de limiter les dégâts, puisque accomplir ce 5e pilier de l'islam, pour le faire donc, il faut être en très bonne santé et en très grande forme. N'est-ce pas, Koumbasaï? Les autorités saoudiennes corsent les mesures sanitaires pour le Hajj Makka 2025. Les personnes âgées de plus de 65 ans et traînant certaines maladies sont conseillées de reporter leur pèlerinage. Cet homme pense qu'il faut d'abord être en bonne santé. Celui qui est malade doit se faire soigner. Et lorsque tu seras en bonne santé, tu pourras aller à la Mecque tranquillement. Certains musulmans rêvent d'effectuer le Hajj quand ils le pourront. Donc celui qui a la bonne santé peut y aller. Dans le cas contraire, il n'a qu'à rester. Quant à ce docteur, lui, il trouve que cette décision, c'est pour limiter les dégâts. C'est plutôt limiter les dégâts. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à prendre leur pèlerinage tout simplement. Parce qu'il y a d'autres infections, notamment virales, qui vont s'ajouter. Et ils n'arriveront pas à effectuer normalement tous les rites du pèlerinage. Et par conséquent, je pense qu'ils l'ont limité à ça. Mais il faut maintenant, à l'intérieur, n'est-ce pas, de ces conditions, il faut bien déterminer. Selon cette mère de famille, une personne âgée de plus de 60 ans ne doit pas aller à la Mecque. Maintenant, avec les maladies, personne n'est en bonne santé. Donc, si tu as plus de 60 ans, il vaut mieux rester et faire de bonnes actions ou aller à Fès ou bien quelque part où tu pourras supporter le Hajj. C'est très difficile, même les jeunes peinent à l'effectuer. Les personnes âgées, n'en parlons pas. Le pèlerinage, un des piliers de l'islam, est important pour les musulmans. Au Sénégal, la majorité des pèlerins sont des personnes âgées et ces décisions pourraient diminuer considérablement l'effectif de cette année. Et puis nous quittons la capitale pour le nord, à Saint-Louis précisément, où le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée a été donc présenté aux populations. C'était à l'occasion d'un CRD qui a vu la participation des élus locaux, des services techniques et des organisations de la société civile. Parmi ces ambitions, je parle bien sûr des ambitions du projet, la réduction des effets du changement climatique, un projet qui sera financé par la Banque mondiale à hauteur de 95 milliards de francs CFA, nous dit Maman Alessignan. Mieux vulgariser le projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal, tel est l'objectif du CRD que vient d'abriter la capitale du Nord et qui a réuni les acteurs de la société civile, les services techniques, l'administration territoriale et les responsables du dit projet. Au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, c'est une zone qui est confrontée à des défis d'abord liés au changement climatique, avec ses conséquences. Je pense qu'on l'a vu un peu partout, dans la zone de Matam, dans la zone de Bakel. Aujourd'hui, on parle de Podor. Mais aussi, c'est une zone où il y a des opportunités. Des opportunités d'abord liées, en lien avec leur potentialité agricole,
mais aussi pastorale. Les élus locaux qui ont pris part à cette rencontre demandent aux initiateurs du projet de mettre les bouchées doubles afin que les populations puissent largement profiter du projet. Nous interpellons tout le monde pour que ce projet-là puisse être déroulé dans les meilleures manières et également aussi qu'il n'y ait pas de retard comme nous avons l'habitude de le voir à travers certains projets qui, à l'arrivée à la date récente, ne sont même pas arrivés à 50% de réalisation. Nous voudrions que ce projet, à la date issue, qu'il soit complètement épuisé, réglé et totalement réalisé. Du côté des autorités administratives, on se réjouit de l'arrivée de ce projet à un moment où la vallée du fleuve Sénégal subit une montée des eaux du fleuve. Le projet vient à point nommé et le contexte actuel de débordement des eaux du fleuve Sénégal ainsi que ses conséquences sur le quotidien des Sénégalais justifie l'importance et l'intérêt du projet, qui se veut véritablement un projet de résilience par rapport au changement climatique. Alors, si l'on interroge donc le contexte, l'on doit véritablement demander aux responsables du projet de fouetter le rythme afin que les sous-projets soient financés et que les infrastructures sortent de terre. Le coût global de ce projet, financé par la Banque mondiale, est estimé à 95 milliards de francs CFA sur une durée de 5 ans. Et puis une nouvelle étape vers l'inclusion financière vient donc d'être franchie au Sénégal. Orange Finance Mobile Sénégal et le Crédit Mutuel du Sénégal viennent de paraffer un partenariat stratégique, une entente qui vise ainsi à faciliter l'accès aux services financiers pour les Sénégalais, notamment à travers le service innovant Banque to Wallet, un service qui permettra des transferts d'argent fluides entre les comptes CMS et les portefeuilles Orange Money, mais au-delà, simplifier les transactions financières au Sénégal et dans l'espace UEMOA. Nous suivrons les explications de Alioune Kane. Il est le directeur général d'Orange Mobile Sénégal, et Amadou Jacques Diop, directeur général du Crédit Mutuel du Sénégal. Ils sont là, bien sûr, au micro de Cheikh Tidiane Diouf. CMS a voulu s'associer avec Orange Money, qui est le premier opérateur mobile money au Sénégal. Aujourd'hui, l'ambition d'Orange Money, c'est d'aller au-delà d'être un wallet, d'être un calpé. L'ambition d'Orange Money, c'est aujourd'hui de transformer chaque téléphone d'un client Orange Money en une agence bancaire ou bien une agence du Crédit Mutuel du Sénégal. L'ambition d'Orange Money, c'est de faciliter la vie à ses clients. Le client de CMS qui était dans le rural avait des difficultés pour se déplacer, n'aura plus ces difficultés-là. À n'importe quelle heure, n'importe quel lieu, il peut utiliser son compte Orange Money pour remonter son argent au niveau de son compte Crédit Mutuel. Ou bien, s'il a besoin d'argent pour payer, financer ses activités ou transférer à sa famille, il peut retirer de l'argent de son compte Crédit Mutuel et le recevoir sur son compte Orange Money et pouvoir en fait réaliser les opérations qu'il souhaite. La convention qu'on vient de signer aujourd'hui va permettre à l'ensemble des clients du Crédit Mutuel du Sénégal, mais également à l'ensemble des utilisateurs de Orange Money Sénégal, de pouvoir justement bénéficier des services digitaux mobiles et de pouvoir avoir accès, notamment pour la clientèle CMS, à leur compte H24, 7 jours sur 7, de pouvoir accéder à leur dépôt et de pouvoir opérer, de pouvoir transacter chaque fois qu'ils le voudront, quelles que soient les conditions. Et puis retenez en sport que le président du Comité international olympique, en compagnie du président du Comité national olympique et sportif sénégalais, a tenu une conférence de presse ce matin. Une rencontre pour faire le suivi sur l'état d'avancement des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse. JOJ Dakar 2026, Thomas Bach reste donc convaincu que le Sénégal sera prêt pour l'organisation des JOJ d'ici 2026. Nous suivons les précisions avec Ndiogo Faye.
En direction des Jeux olympiques de la jeunesse prévus en 2026 à Dakar, les travaux avancent à grands pas pour le pays hôte. En visite au Sénégal, Thomas Bach a exprimé sa satisfaction quant au progrès réalisé. On a visité les sites de construction hier et on a reçu un rapport très détaillé. Le Sénégal sera prêt et va recevoir la jeunesse de la monde avec toute l'hospitalité et culture que l'Afrique peut offrir au monde. Le président a également fait le point sur les stratégies à mettre en place pour accompagner les athlètes africains dans leur préparation. Nous avons entrepris des efforts pour promouvoir le sport en Afrique. Ce sont d'abord tous les projets de la solidarité olympique sur l'Afrique et ces continents jeunes. On a de nouveau, à travers la solidarité olympique, les bourses olympiques pour les athlètes de l'Afrique. Le coordonnateur général du comité d'organisation, pour sa part, reste confiant quant à la réussite de cet événement. Nous croyons qu'avec l'engagement du ministère des Sports, nous réussirons le pari de l'organisation et que le Sénégal sera bien représenté. C'est ce que nous souhaitons et le comité olympique y travaille déjà. La rencontre s'est terminée sur une note optimiste avec l'assurance que toutes les parties prenantes travaillent de concert pour offrir au monde des Jeux olympiques de la jeunesse une organisation à la hauteur de leurs attentes. Et puis je vous en parlais en début de journal, le ministère des Sports a démenti les rumeurs selon lesquelles un responsable du milieu de la lutte aurait été nommé à la tête du comité national de gestion de la lutte. Aucune décision officielle n'a été prise à ce jour concernant cette nomination et le processus est toujours en cours. La ministre invite les parties concernées à ne pas prêter attention aux rumeurs, à se référer uniquement aux canaux de communication officiels pour toute information. Et c'est la fin de ce rendez-vous avec l'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs.